DFM Radio Anguin, 98 de Le Mans FM. Bonjour à toutes et à tous. Émission c'est-à-dire aujourd'hui nous allons partir dans l'espace. La semaine dernière c'était le lancement de Curiosity ou l'arrivée de Curiosity sur Mars. Aujourd'hui nous avons Jacques Blamont. Il est né le 13 octobre 1926. Il est membre de l'Académie des sciences, membre étranger de l'Académie des sciences des États-Unis et de l'Inde, professeur émérite à l'université Paris 6. Ancien élève d'Alfred Kastler, qui était prix Nobel de physique en 1966. Il a été le premier directeur scientifique et technique du CNES en 1962. Le CNES, c'est le Centre national d'études spatiales. On vous doit, puisque vous êtes dans les studios, on vous doit le premier satellite français. On vous doit aussi l'installation de la base de Kourou en Guyane et quelques-uns des véhicules de l'exploration interplanétaire en liaison avec la NASA et les centres spatiaux de l'ex-URSS. Vous êtes auteur de Vénus dévoilée qui parut en 1987. Vous êtes auteur en 1993 d'un livre qui s'intitulait Le chiffre et le songe. Vous exposiez plutôt l'origine politique des grandes percées scientifiques en vous appuyant sur les portraits de vilains grands hommes. En 2000, vous avez écrit Le lion et le moucheron, procès en hérésie qui date des années 1685, donc plutôt un livre historique. En 2004, Introduction au siècle des menaces. Dans ce livre, vous montrez que les progrès de la science et de la technologie créent désormais une accélération incontrôlée et incontrôlable des processus destructeurs de l'équilibre mondial. En 2008, vous avez écrit avec Jacques Arnould Lève-toi et marche. Et là, en 2012, vous êtes dans un dernier livre qui s'appelle L'action, sœur du rêve, souvenirs de voyage, aux éditions Édite, où l'on vous voit sur la couverture en short dans le désert avec une Jeep derrière et vous tenez dans votre main ces histoires de sodium. Je ne sais plus exactement ce que vous tenez dans votre main, mais on dirait des brindilles. C'est simplement effectivement quelques brins d'herbe dont disons, on voit l'ombre sur ma poitrine et cette ombre elle est tout à fait particulière. C'est que le soleil est éclipsé. C'est pendant une éclipse totale de soleil. Et donc, les brins d'herbe créent la diffraction de la lumière et on devine des images multiples du soleil éclipsé sur la poitrine. Mais il faut vraiment regarder de près. C'est simplement une photographie assez étrange que l'éditeur a trouvé digne de figurer sur la première page. Elle a été d'ailleurs prise à un endroit qui est devenu très à la mode maintenant, qui s'appelle Kidal. C'est en effet une ville qui est au centre du Mali et elle est devenue, le lieu d'exactions terribles toute l'année dernière. Alors que quand j'y étais en 1959, la paix y régnait. Pourquoi avoir intitulé le livre L'action, sœur du rêve ? C'est une citation de Baudelaire. Il y a un poème de Baudelaire qui dit « Je quitterai ce monde où l'action n'est pas la sœur du rêve ». J'ai bien aimé cette expression et je pense le contraire. Je pense que dans ce monde, l'action est la sœur du rêve. Alors vous n'êtes pas un grand rêveur, ou tout du moins si vous êtes un grand rêveur, vous êtes aussi un grand agissant, un homme d'action. On le voit en lisant votre livre. Vous commencez ce livre en parlant... en parlant un peu de vous aussi. Vous parlez des touristes. Vous vous moquez en tout premier chapitre des touristes. Ouais, c'est juste une plaisanterie d'introduction. Mais bon, pour l'instant, on fait encore du tourisme sur Terre. Mais bon, si tout va bien, si la Terre perdure, on pourra peut-être un jour se balader dans l'espace. J'en doute. Vous en doutez ? Oui. On en doute. Donc, après, vous parlez de votre vie, on va pas vraiment la résumer, mais de votre enfance, là où vous avez suivi vos études. Moi, j'étais un peu triste pour vous, parce que je me disais que vous étiez quand même loin de vos parents. C'était pendant la guerre, donc vous étiez en Angleterre à un moment, en Écosse. Enfin, j'ai l'impression que vous étiez quand même dans des, comment on appelle ça, des pensionnats, et finalement, ça vous a permis d'apprendre plein de choses. Oui, c'est-à-dire que en 1942, mon père, qui travaillait dans la résistance, a décidé de rejoindre le général de Gaulle à Londres. Et puis, il l'a fait avec sa femme et ses 2 fils, dont moi.
Et lui, il restait à Londres avec les forces françaises libres, tandis qu'il m'envoyait au lycée français de Londres, qui n'était pas du tout à Londres, mais dans le Cumberland, dans un endroit tout à fait extraordinaire, dans le district des Lacs, très célèbre par les poèmes de Wordsworth. Et là, j'ai passé un an de formation et de réflexion quand j'avais 16 ans qui m'ont profondément marqué. Et je suis devenu un peu anglais dans mon comportement, en tout cas. Oui, et ensuite, après, vous avez fait des études de médecine? Non, je suis entré à l'école normale supérieure, rentrant en France, et j'ai fait des études de physique. J'ai passé l'agrégation de physique à l'école normale, et donc je me suis trouvé... J'ai eu la chance d'être accepté dans un groupe qui a fait une profonde révolution de la physique, qui a inventé ce qu'on a appelé le pompage optique, qui est quelque chose que je vous expliquerai pas, mais qui est la base du laser. Et l'inventeur du laser, Charles Townes, est venu apprendre ce que c'est que le pompage optique dans notre laboratoire. C'est ça qui l'a amené à l'invention du laser. Donc j'ai eu la chance de me trouver dans un groupe admirable, avec beaucoup de gens très brillants, puisque non seulement le patron a le prix Nobel, mais aussi un de mes amis qui avait mon âge, qui a eu aussi le prix Nobel en 97 et qui a été mon collaborateur d'ailleurs. Vous n'avez pas commencé des études de médecine au Maroc ou je ne sais où? Non, pas du tout. J'ai fait une année de ce qu'on appelait le PCB ou SPCN, qui était une introduction à la biologie et à la médecine. Mais après ça, j'ai décidé qu'il fallait que j'entre à l'école normale, donc j'ai abandonné la faculté pour revenir au lycée dans une classe de préparation qui m'a permis d'entrer à l'école normale. Alors après, vous vous retrouvez donc à travailler sur ce fameux sodium. Oui, c'est-à-dire que ces nuages de sodium. Mon patron m'avait fait travailler quand j'étais à l'école normale sur un phénomène extraordinaire qui est l'émission de lumière par les atomes de sodium au moment du crépuscule, les atomes de sodium qui se trouvent à l'altitude de 90 km et qui sont dus très vraisemblablement à l'évaporation d'étoiles filantes. Il n'y a pas que du sodium d'ailleurs, il y a aussi beaucoup d'autres métaux, du potassium, du calcium, du fer, mais c'est le sodium qui est le plus brillant. Et donc il s'intéressait à ce phénomène parce qu'il est difficile à observer et il voulait trouver une méthode subtile pour l'observer. Et donc c'était uniquement, moi j'appelle ça un caprice, et pas vraiment un phénomène, c'est pas vraiment un phénomène très intéressant. Mais il s'est trouvé, par vraiment hasard de circonstances tout à fait imprévisibles, que les travaux que nous menions ont amené un Anglais à proposer de projeter du sodium dans l'haute atmosphère avec une fusée. Et ceci se passait en 1951, au moment où on commençait seulement à utiliser des engins dérivés des V2 de la guerre. Dont on parlera tout à l'heure. Ça, c'est peut-être pas la partie du livre là. Enfin, c'est une partie du livre très intéressante. Donc, on va rester en 51 avec ces... Et donc, j'ai proposé que le programme français de fusée qui commençait seulement à ce moment-là à exister soit consacré au tout début à des éjections de sodium, et ça avait l'avantage d'être très 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 simple, alors que les Français étaient complètement nuls en électronique, on n'était pas capable de mettre quoi que ce soit qui marcherait dans une fusée. Et là, un éjecteur de sodium, c'était quelque chose qui était extrêmement simple et très bon marché. Et donc, et qui permettait de faire une série de mesures très importantes sur, disons, la haute atmosphère, la région où plus tard évolueront les satellites. Et donc, non seulement ça a marché, mais ça a convaincu les ministres, parce que le phénomène était tout à fait spectaculaire, la presse en a beaucoup parlé. Les ministres ont été convaincus que la France était capable d'entrer dans le jeu spatial. Et ça a eu donc un effet de déclenchement tout à fait inattendu. Non seulement on a réussi à faire des beaux résultats scientifiques, mais surtout
on a déclenché une conviction chez le Premier ministre Debré et même le général de Gaulle que la France était capable de fabriquer des fusées qui étaient beaucoup plus compliquées, plus grandes, plus grosses, plus d'un autre ordre de grandeur que ce que nous avions. Mais c'est tout de même comme ça que ça a eu lieu. D'accord. Est-ce qu'on est toujours la 3e puissance mondiale au niveau spatial, la France? Oh, pas du tout. On n'y est plus. Non, on a perdu notre place. Pour garder une place, il faut se battre pour ça. Et c'est pas du tout ce que font les Français. Alors, on va parler des Véroniques, ces fameuses Véroniques qui sont apparues dans les années... Alors, la Véronique était un dérivé du V2, mais très, très, très simplifié, qui a été mis au point par des ingénieurs allemands que, sur l'ordre du général de Gaulle, l'armée française avait recruté et installé à Vernon. Alors c'était une fusée qui n'était pas guidée, qui avait beaucoup disons de problèmes de fiabilité, mais qui marchait. Le moteur, au fond, ça n'était qu'un moteur, et ce moteur est devenu après le moteur de notre lanceur de satellite. Et donc ces ingénieurs allemands qui travaillaient un peu dans l'ombre, eh bien c'est eux qui ont permis les premiers tirs. À partir des premiers tirs, alors de cette fusée on a appelé Véronique, je pense, pour Vernon électronique. Elle est devenue très très connue. On a dit, je crois que c'est vrai, que des centaines de petites filles ont été appelées Véronique. Si vous êtes né en 1960 et que vous appelez Véronique, eh bien, c'est à cause de cette fusée. D'accord, mais ça c'est bien de le rappeler. Donc toute cette vague de Véronique viennent de ces fusées Véronique. Puisque vous nous amenez sur les V2, on peut peut-être justement partir sur ce sujet qui est un peu dur. Donc la France n'est plus toujours 3e puissance, elle l'a été de 1994 à 2004. C'est-à-dire que c'est difficile de donner des médailles ou ce genre de choses, des rangs. Pourquoi on a dit qu'on était la 3e puissance spatiale? C'est que nous avons été la 3e puissance à mettre un objet en orbite. Il y a eu d'abord les Soviétiques en 57, puis les États-Unis en 58, et puis nous en 1965. Et après ça, il y a eu d'autres puissances qui ont mis des objets en orbite. Les Chinois. C'est marrant, on n'en parle pas trop de ça, on n'en entend pas trop parler. Les Chinois, ils ont un effort spatial très important. Et les Indiens, qui ont été nos élèves et qui ont très bien réussi, qui ont de très belles fusées. Les Anglais, qui ont tiré une seule fois, et après ça ils se sont arrêtés. Vous voyez qu'il y a donc un certain nombre de puissances. Et nous sommes devenus, disons, une partie de l'Europe. Et donc... maintenant, ce n'est plus lorsqu'il y a une fusée qui est, disons, fabriquée par des Français, qui s'appelle Ariane, eh bien, elle est devenue une fusée européenne parce que la France utilise l'Europe pour ses mises au point spatiales. Pour en revenir sur les Véroniques, à l'époque, les satellites ne sont pas... la France n'avait pas le droit d'envoyer des satellites. C'était réservé aux 2 grandes puissances. Non, il n'y avait pas de droit du tout. Non, ce qu'il y avait, c'est qu'on n'avait pas les moyens. D'accord, c'était ça. Lorsque les Soviétiques ont lancé le premier satellite, appelé Sputnik, comme tout le monde le sait, ça a paru un tel exploit que... il n'y avait que, dans l'esprit de nos gouvernants, et en général du public, il n'y avait que les 2 grands, c'est-à-dire l'Union soviétique et les États-Unis, qui avaient les moyens d'un tel exploit. Mais en fait, ce n'est pas vrai du tout. Finalement, cet exploit, nous l'avons réalisé très facilement et à très peu de frais. Avec un petit rat, c'est ça, avec le petit rat? Ah non, ça c'est une autre histoire. Simplement, on a mis un rat dans une fusée. Non, mais il faut bien séparer ce qui est, disons, des fusées sondes comme les Véroniques, des mises en orbite. Mettre un objet en orbite exige de lui donner une vitesse de l'ordre de
7,7 km par seconde. Là, il faut beaucoup d'énergie, il faut une grosse fusée pour ça. Les fusées sondes comme Véronique, il y a des toutes petites choses par rapport à cela. Mais je me souviens avoir visité les installations spatiales d'Israël. Et c'était une dizaine d'années. Israël a un programme spatial mis en orbite un certain nombre de satellites. Et ces installations, j'ai trouvé qu'elles ressemblaient beaucoup aux nôtres en 1965. C'est-à-dire qu'un tout petit pays de 5 millions d'habitants était parfaitement capable, 30 ans après, de faire la même chose que ce qui était, la même chose que nous, qui était considéré comme un exploit mondial. Finalement, c'était peut-être moins un exploit qu'on le croyait. Alors, Dora, il y a un chapitre qui s'appelle « À l'entrée des enfers », donc ces fameuses fusées V2 qui sont installées par les SS dans les tunnels du Konstein, près de Nordhausen. Donc, dans votre livre, Le chiffre et le songe en 93, vous consacriez les 30 dernières pages de votre livre donc à l'analyse de cette opération qui repose sur le travail forcé de déportés groupés dans le camp de Dora. Et il y avait beaucoup de Français dans ce camp puisqu'on dit que ça s'appelait le cimetière des Français. La mise au point des missiles à moyenne et longue portée a été rendue possible par le kidnapping d'ingénieurs allemands par les États-Unis et de techniciens allemands par l'Union soviétique. Et là, vous venez de me dire aussi que la France, je ne sais pas si c'était des gens qui sortaient des camps, mais qu'il semblerait que le général de Gaulle ait aussi pris des ingénieurs allemands pour faire la Véronique en fonction des V2. On revient sur les V2. Oui, alors là, il faut dire quelques mots sur le programme des V2. Le traité de Versailles avait interdit à l'Allemagne de posséder, une artillerie lourde. Mais pour essayer de tourner le traité de Versailles, l'armée allemande a décidé d'étudier des projectiles à longue portée qui n'étaient pas du tout des obus, mais qui étaient des fusées à longue portée. Et ils ont commencé en 1933. Ils se sont installés dans un endroit désert très sauvage sur la Baltique, qui s'appelait Peenemünde. Et là, ils ont réussi une série d'exploits techniques extraordinaires qui consistent essentiellement à fabriquer des fusées à longue portée et de comprendre les problèmes de propulsion, de guidage et de vol aérodynamique. Finalement, Hitler, qui détestait cette idée, a fini par s'y rallier et il a confié aux SS leur industrialisation, c'est-à-dire le passage, du prototype à un système opérationnel qui permettrait des tirs sur l'ennemi. Himmler a obtenu cette charge parce qu'il a convaincu Hitler qu'il possédait de la main-d'œuvre. Cette main-d'œuvre, c'était des déportés. Et donc, à partir de 1943, les engins qui ont été appelés à ce moment-là des V2 ont été, fabriqués au centre de l'Allemagne, à l'intérieur d'une montagne où il y avait eu des tunnels qui avaient été creusés par la Première Guerre mondiale et que les SS ont utilisés pour installer cette usine souterraine. Et alors, ils ont utilisé une main-d'œuvre déportée qu'ils ont pris au camp de Buchenwald et qui a été groupée dans un camp dans le tunnel qu'on a appelé Dora. Et les gens qui ont été forcés à ce travail ont été dans des conditions épouvantables et on pense qu'il y a à peu près 23 à 24 000 morts dans cette opération qui a été très bien décrite dans un magnifique livre d'un des déportés qui s'appelait Monsieur Sellier, Antoine Sellier, et qui doit s'appeler Dora, dont je recommande la lecture, il est assez terrible. Alors, il s'est trouvé que lorsque j'ai tiré les Véroniques, les premières Véroniques de 1959, elles étaient manipulées sur le champ de tir qui était à Colombéchard, en fait à côté de Colombéchard, à Maguire.
elles étaient manipulées par des ingénieurs allemands. Ces ingénieurs allemands, c'était des rescapés de Peenemünde. Le général de Gaulle, comme je l'avais dit, a demandé en 1945, quand on s'est aperçu que les Allemands avaient mis au point les V2, il a demandé qu'on essaie d'obtenir, des ingénieurs allemands auxquels on donnerait des contrats de travail, ce qui a été fait à plus d'une centaine. De même que les Américains faisaient la même chose, et les Soviétiques aussi. Et c'est ainsi que les découvertes allemandes ont été utilisées par les Soviétiques, les Américains et les Français. Donc j'étais bien conscient du rôle que les Allemands avaient joué dans le développement des fusées, et j'ai toujours été embarrassé par ce paradoxe que un exploit admirable, comme ce qui sera après ça la conquête de la Lune, mais enfin disons la conquête de l'espace, qui a de telles conséquences bénéfiques, reposait sur le crime allemand. Et c'est ça qui est donc... j'ai écrit quelques dizaines de pages sur ce sujet, la fin de mon livre qui est consacré essentiellement au rapport de la politique et de la science. Et c'est pour ça que c'est le couronnement du livre, c'est justement l'étrange mariage de la politique hitlérienne et de la science, disons, spatiale. Et donc, après la publication de ce livre, le président de l'association des déportés, M. Mialet, m'a contacté pour me dire que j'étais le premier à parler du rôle des prisonniers dans le camp de Dora, et que ça exaspérait pas mal ses amis anciens déportés, que l'on porta à ONU les recherches spatiales et les Allemands, sans jamais mentionner leur souffrance. Et donc, mon livre lui avait plu. Et je raconte donc dans mon livre dont vous parlez, L'action sort du rêve, que j'ai été invité à une célébration à Dora avec une centaine d'anciens déportés. Et donc là, je me suis trouvé dans une ambiance assez angoissante, puisque là, je me retrouvais avec... la légende. Alors vous écrivez dans votre livre que on reviendra dessus après, donc ça j'en parle pas maintenant, mais le terrain avait été préparé. On parle du fait que là j'en suis au moment où Kennedy demande qu'on lui amène un homme avec une idée, puisqu'il est un peu pas content du tout que le Spoutnik et Gagarine soient partis là-haut. Donc c'était une rivalité entre l'URSS et les États-Unis, enfin l'ex-URSS. Et à un moment, donc, vous écrivez, c'est donc des Allemands qui parlent et qui disent que le terrain avait été préparé par de nombreuses études inspirées par les ingénieurs allemands récupérés des décombres. Ces ingénieurs allemands prétendant désormais justifier leurs actions passées, c'est-à-dire tout ce qui s'est passé pendant cette guerre, au service d'Hitler et d'Himmler pour le rêve de voyage interplanétaire qui les aurait, selon eux, habités depuis le début. Est-ce que vous y croyez, ça ? Oui, j'ai un peu tendance à y croire. Il me semble que la vocation d'un certain nombre des jeunes Allemands qui étaient des jeunes gens qui se sont retrouvés dans une association de jeunes qui s'intéressait aux fusées qui avaient été créées par un théoricien. Ces jeunes gens étaient effectivement convaincus qu'ils travaillaient pour mettre au point des fusées planétaires. D'ailleurs, le livre en question qui les a enthousiasmés s'appelait les fusées les fusées à longue portée pour le voyage spatial, Raumschifffahrt. Ça veut dire qu'on est encore en train de vivre leur rêve ?
Alors, ils ont été recrutés par les militaires allemands. Ils avaient formé une association de jeunes qui tiraient des petites fusées. Et alors, les militaires allemands, qui, comme je l'ai expliqué, voulaient mettre au point des engins à longue portée, les ont recrutés tous et ils se sont trouvés, venant depuis le rêve interplanétaire, qui était qu'un rêve, qui ne correspondait à aucune possibilité de réalisation. Ils se sont trouvés à l'intérieur d'un système qui leur donnait cette possibilité de réalisation, mais pas pour le même but, mais pour le bombardement. Et là, il y a donc tout un paradoxe complexe dans la vie de ces gens-là, et c'est ce que j'ai essayé d'analyser dans le chapitre que j'ai consacré à cette affaire. Est-ce qu'on pourrait penser que ces ingénieurs, ou ces techniciens qui avaient été recrutés par les Allemands auraient pu l'être un peu de force, et qu'à la rigueur, ils auraient pu être recrutés encore un peu de force par l'URSS ou par... parce que oui, finalement... après la guerre, tous les meilleurs ont été recrutés par les Allemands, les Américains, disons, ils étaient à peu près 120. Et les Américains les ont envoyés sur une base militaire aux États-Unis, où ils leur ont donné les moyens d'abord de tirer des fusées, de tirer des V2. Là-bas, on a tiré 63 fusées aux États-Unis, 63 V2. Et puis après ça, de passer à la suite, c'est-à-dire d'engins qui fonctionnaient de la même manière, mais qui étaient plus puissants, etc. Et tout ça, c'était encore militaire. Mais à ce moment-là, on se demande qu'est-ce que pouvaient penser des gens qui avaient travaillé pour les militaires allemands, puis après ça pour les militaires américains. Et même chose de l'autre côté, il y a à peu près 5000 techniciens qui avaient été recrutés par les soviétiques, qui ont travaillé d'abord dans le tunnel. Alors pas des ingénieurs, là, des techniciens. C'était des techniciens, oui. C'était plus des ingénieurs, c'est-à-dire c'était pas les têtes pensantes, c'était... C'est-à-dire les Russes et les Soviétiques étaient très bons au point de vue théorique. Ils avaient depuis longtemps réfléchi à la question, et donc ils ont encadré facilement les techniciens. Et donc les deux équipes russes ou américaines se sont trouvées à peu près à égalité pour des raisons tout à fait différentes. Mais c'est beaucoup plus tard que ça a perdu son caractère militaire. Et comment est-ce que ça l'a perdu? C'est en 1953-54, c'est cristallisé une action des scientifiques mondiaux qui s'est appelée l'année géophysique internationale. Le concept avait été inventé bien avant, en 1880, par un officier autrichien qui avait inventé ce qu'il a appelé l'année polaire internationale. Et il y a eu une année polaire internationale grâce à cet homme en 1880-82, où 9 pays ont participé pour faire des recherches scientifiques au pôle Nord. 50 ans plus tard, on a refait une deuxième année polaire, en 1930, qui, elle, a regroupé un bien plus grand nombre de participants. Mais disons qu'en 1950, deux ou trois scientifiques américains se sont dit, mais voyons, nous avons des grands progrès techniques immenses, les fusées, les radars, l'électronique en général, avec l'invention du transistor. Toutes ces nouvelles techniques devraient être employées en grand pour améliorer nos progrès de la connaissance de la Terre. C'est-à-dire, faisons une nouvelle année polaire, mais au lieu que ça soit une année polaire, cette année polaire, ça veut dire essentiellement demander de l'argent à des gouvernements pour payer une coopération internationale. C'est ça que ça veut dire. Mais au lieu d'attendre encore 50 ans, faisons ça seulement dans 25 ans, et au lieu de l'appeler polaire, on l'a appelé année géophysique. Et ils ont très bien réussi, ils ont réussi en très peu de temps à convaincre tout le monde de faire une année géophysique internationale qui serait en 1957. Alors, en 1954, la réunion du comité de direction de l'année géophysique a proposé l'idée nouvelle, colossale, de satellites.
Et donc l'idée, ça a été, eh bien, pourquoi est-ce qu'on ne lancerait pas des satellites artificiels, puisque nous avons maintenant les enfants des V2, qui sont devenus les missiles intercontinentaux, des gros engins. Pourquoi on n'utiliserait pas ces engins pour faire des satellites artificiels sur lesquels on mettrait des mesures, des appareils de mesure. Et ils ont réussi à convaincre simultanément, donc l'EVR 55, gouvernement américain, gouvernement soviétique, que l'année géophysique internationale aurait des satellites. Alors ça, c'est là ce qui a tout changé. Donc vous voyez, ce sont les scientifiques qui ont amené l'idée du satellite artificiel et dans le cadre international de l'année géophysique. Et ça a marché. Et ça a marché. Il y a eu effectivement, en 1957, lors de l'année géophysique internationale, le lancement de Sputnik et le lancement des satellites américains, comme ça avait été prévu seulement 2 ans avant. Et donc, là, il y a une dynamique qui s'est instaurée où les scientifiques ont pris le dessus sur les militaires. Jusqu'en 1954, tout ça, c'est une affaire de militaires qui tiraient les uns sur les autres. Ils mettaient au point des gros engins avec l'idée de mettre une bombe atomique sur la pointe et de détruire l'adversaire avec, disons, des portées de l'ordre, à l'époque, de l'ordre de 5-6 000 kilomètres. Mais à partir de 1955 et l'année géophysique, il y a eu un changement radical et cet engin de mort est devenu un engin de paix. Ça, c'est tout à fait étonnant. Espérons que ça le reste. Non, tout à fait étonnant. Espérons que ça le reste. On va faire une pause musicale. On va se retrouver tout de suite après sur l'antenne d'IDFM. Come on in here, Alexander's Ragtime Band. Come on in here, it's the best band in the land. They can play a bugle call like you never heard before. So natural that you wanna go to war. That's just the bestest band, what am, my honey lamb, come on along. IDFM 98, Jacques Blamont, ça vous rappelle des souvenirs, hein, ce Alexander Ragtime Band que vous avez entendu à Montpellier, ça vous rappelle des souvenirs? Oui, cette musique est celle d'un film américain, elle est de Irving Berlin, et ce film a été joué en 1942 en France avec un immense succès, et on n'entendait plus que ça dans la ville de Montpellier, comme j'habitais à côté du conservatoire, et tous les élèves du conservatoire ne jouaient que ça toute la journée. C'est pour ça que je suis assez ému de l'entendre, parce que je ne l'ai pas entendu depuis. Allez dans votre livre. Alors j'avais décidé, c'est vous qui parlez, qu'après 70 ans, je ne participerai plus à un programme spatial, car le temps me manquerait. Il m'avait fallu 18 ans pour lancer des ballons dans l'atmosphère de Vénus, et s'il en fallait autant pour Mars, finalement, vous y êtes toujours, hein, et vous avez dépassé 70 ans, vous êtes toujours dans l'histoire. Oui, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose que je ne fais plus, c'est que je ne veux plus être responsable d'une expérience. Et donc, je peux servir de conseil ou disons, jouer des rôles, disons, en plan intellectuel, mais pas être responsable d'une expérience spatiale proprement dite, parce que là, c'est un autre sujet, tout à fait différent. Il faut avoir du temps devant soi. Mais vous êtes toujours, ça vous intéresse toujours? Vous n'avez pas arrêté de vous y intéresser, c'est pas possible. Non, c'est exact. Ce sont les questions de stratégie spatiale qui m'intéressent particulièrement. Qu'est-ce qu'on va faire comme sur l'exploration martienne? C'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. À l'heure actuelle, je travaille pour les Américains dans un travail qui est organisé par le National Research Council pour le Congrès sur la future stratégie spatiale des États-Unis. Alors ça, je me sens un peu à l'aise. Mais, par exemple, responsable d'un instrument sur comme je l'ai été sur beaucoup de sondes spatiales, je ne veux plus le faire.
Et pourtant, quand vous regardez la Lune de temps en temps, vous avez une juste fierté, vous le dites à la page 346, parce qu'il y a quelque chose qui tourne autour de la Lune, qui vient un peu de chez vous, non? Mais c'est exact, c'est une sensation assez étrange. Là, vous faites allusion à, je crois, la dernière mission à laquelle j'ai participé en tant que disons, physicien de métier. C'est une très belle réussite des militaires américains qui est lancé en 1994, qui est un satellite de la Lune et qui a fait la première, disons, le premier ensemble d'imagerie digitale de notre satellite. Il n'y avait eu que des images analogiques qui avaient été faites par Apollo. Et là, on a fait les premières images digitales. C'est parce que la technologie avait avancé et pouvait le faire, mais c'est un grand exploit qui a eu beaucoup d'impact sur toute une série d'autres missions planétaires, parce que nous avons employé pour la première fois de la technologie qu'on appelle de compression d'image. Et donc là, je me suis trouvé à la campagne un soir où je regardais la pleine lune, et effectivement, à ce moment-là, la sonde en question était en orbite, et donc vous regardez la lune et vous dites... il y a des tas de poètes qui ont parlé de la Lune, mais là, nous avons une vue différente. Il y a un système constitué de silicium et qui fait une série... et qui porte votre nom, d'ailleurs. Il y a quelque chose qui porte votre nom. Non. Non, c'est pas grave. Qui est là et qui est en orbite autour de la Lune, eh bien ça, c'est unique, c'est nouveau. Et ça fait plaisir. Est-ce que c'est la station Clémentine, non? Oui, c'est Alors, ça. il y a 30 millions d'appels par mois pour obtenir les images lunaires digitales de la station Clémentine. 30 000. 30 000, oui. Et ils se rendent compte aussi que sur Internet et tout, les sites les plus visités sont quand même les sites de conquête spatiale, c'est-à-dire de regarder ce qui se passe ailleurs. La NASA a été tout à fait stupéfaite. C'était lorsqu'il y a eu le premier petit véhicule mobile qui s'appelait Pathfinder. C'était, je crois, en 97, sur Mars, de recevoir 1 milliard en un mois d'appels sur Internet, demandant des images. 1 milliard. Et je pense que la sonde Curiosity, qui s'est posée sur Mars il y a quelques jours, sera certainement aussi visitée. Alors, les investissements du programme SDI, dit Guerre des Étoiles, se sont montés à 4 milliards de dollars chaque année pendant 10 ans, ce qui a permis à l'industrie spatiale américaine d'opérer une véritable révolution technique. Les États-Unis bâtissent aujourd'hui leur stratégie de domination géopolitique sur les moyens spatiaux, domination de la culture et de l'économie par la maîtrise de télécommunications spatiale, domination dans le domaine militaire et par la mise en place de l'information warfare. C'est quoi warfare? Information warfare, c'est la guerre de l'information, c'est ça que ça veut dire. Warfare, c'est-à-dire une manière de mener la guerre et par l'information. C'est ce que, effectivement, c'est la théorie, disons, moderne de la guerre. Qui consiste à tenir l'information, à faire reposer l'ensemble des décisions sur des questions d'information. Et ça, on l'a vu très bien. Cette doctrine s'appliquer par exemple, la dernière guerre du Golfe, qui a vu l'effondrement en quelques jours de la grande armée de Saddam Hussein. Alors, la conquête spatiale a commencé par un exploit, ou plutôt une série d'exploits réservés à une élite de nations, et dans chaque nation, à une élite d'ingénieurs, de scientifiques et de gestionnaires. Cette conquête s'est transformée, et c'est heureux, vous le dites, en une activité de masse, tournée vers la fourniture de services.
800 millions de localisations par GPS, des milliers, des millions de spectateurs, milliards peut-être, de spectateurs utilisent une télévision par satellite. L'espace est destiné maintenant à la foule. Les investissements nécessaires dans ce domaine seraient plus intéressants que d'aller vers Mars. On pourrait peut-être aussi se poser la question que de s'occuper aussi de tout ce qui, dans votre livre aussi, vous amenez dans un sujet, c'est-à-dire de ce qui va préoccuper la Terre dans très très peu de temps, c'est-à-dire l'eau, la nourriture. Et comme il nous reste très peu de temps, je suis obligée de condenser. Il n'y a qu'une seule ligne dans votre livre qui est écrite en croix, en gras. C'est que vous dites qu'il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Vous ne pensez pas qu'il y a quelque chose à faire. Votre livre est tellement un message d'espoir parce qu'on part sur les planètes, on va découvrir un tas de choses, on se promène un peu partout sur la planète et ailleurs. Et puis après, quand vous faites le constat, vous vous rendez compte qu'on ne sait pas trop où on va et qu'il n'y a rien à faire. Sauf qu'il y a peut-être encore une solution, puisque l'action est la sœur du rêve. Et là, vous avez peut-être pensé que juste le spirituel pourrait changer les choses. Oui, c'est-à-dire que vous avez résumé effectivement l'évolution spatiale tout à fait surprenante qui s'est produite dans les 15 dernières années. L'espace est devenu une affaire de spécialistes, s'est transformé d'une affaire de spécialistes en effectivement une fourniture de services à la foule. Alors, c'est vrai, GPS, 800 millions de clients. La télévision, plusieurs milliards de clients. Internet, Google Earth, qui est 200 millions de clients. Et ça, c'est une évolution certaine. Et naturellement que les gens dans mon genre, qui étaient plutôt un petit peu imbus de leur fiers plutôt de leur spécialité, ne peuvent qu'en être satisfaits. Et moi, je suis très heureux que l'espace soit devenu quelque chose d'utile, ce que nous appelons l'espace utile. Mais en même temps, une évolution qui n'a rien à voir avec l'espace d'ailleurs, mais qui est due à l'évolution de la technologie mondiale, devenue de plus en plus inquiétante. C'est parce que ce qui se produit, c'est que dans les 50 dernières années, la population du monde a doublé et que l'efficacité de son utilisation des ressources naturelles a aussi beaucoup augmenté. Donc, parce qu'il nous reste peu de temps, il vous vient l'idée de penser que peut-être la spiritualité, alors que vous êtes athée, vous le dites dans votre livre. Oui, c'est-à-dire que lorsque on voit que l'évolution historique amène à une disparition des ressources naturelles dans une cinquantaine d'années, dans un grand nombre de domaines vitaux, on se demande qu'est-ce qu'on peut faire. Alors, la première solution, c'est de se dire, eh bien, la technique et la science permettront de résoudre ce problème. Non, je pense que c'est une fausse idée, c'est pas possible, parce que la technique et la science augmentent encore notre efficacité et donc augmentent encore notre emprise sur les ressources naturelles. La seconde idée, c'est de s'en tirer par la gouvernance politique, par exemple une sorte d'ONU qui est supérieure à ce qu'elle a maintenant et qui permettrait d'établir des règles, d'austérité ou d'utilisation des ressources naturelles plus raisonnables. Eh bien, tout le monde sait que ça ne marche pas. Il faudrait déjà arrêter de nous dire qu'il faut une croissance tous les ans pour que l'économie marche. Oui, mais ça c'est une idée absurde. Absolument. C'est malheureusement l'idée de tous les hommes politiques. Donc l'idée vous vient de vous poser la question, mais quelle religion pourrait influencer? Et vous pensez au catholicisme, et vous pensez au Vatican, et vous vous retrouvez même à rentrer au Vatican. Il vous reste peu de temps, donc c'est pour ça que... Oui, c'est-à-dire que, puisque ni la science, ni la politique, c'est-à-dire des moyens rationnels, ne peuvent fournir une solution aux très graves difficultés qui nous attendent. Donc peut-être qu'on peut essayer
par des ressources non rationnelles au spirituel. Et pour ça, il faut s'adresser aux spécialistes du spirituel, des gens qui, depuis des générations, ont l'habitude de manipuler les esprits de manière à convaincre les foules de vivre d'une façon plus frugale. Il faut s'adresser à ceux d'entre eux qui sont le plus organisés, le plus structurés. Et ça, c'est un fait que c'est l'Église catholique. Mais l'État est quand même pas mal structuré pour nous faire dépenser avec la publicité et tout ça. L'État pourrait pas aussi, puisque il s'est substitué, c'est ça, au spirituel. Est-ce que l'État pourrait pas faire les choses? C'est une autre solution. Elle a été utilisée par l'Union soviétique. On faisait exactement ça. Ou Mao Tse-tung, on faisait exactement ça, c'est-à-dire forcer les gens à avoir des mœurs particulières. Je ne crois pas que ça soit possible maintenant. Ça me paraît très difficile. Je ne vois pas un gouvernement qui déciderait, par exemple, que votre allocation d'essence pour le mois prochain sera 5 litres. Je ne le vois pas. Hein. Peut-être que je me trompe, mais je ne vois aucun pays du monde qui pourrait forcer la frugalité. Alors il faut changer le mot gouvernement, puisque celui qui gouverne, qu'est-ce qu'on pourrait trouver comme un autre système que celui qui gouverne et qui ment? Parce que voilà, si c'est pas l'Église, si c'est pas le gouvernement, donc vous allez au Vatican, vous allez même jusqu'à dans le Vatican, il y a tout un beau passage où vous nous décrivez comment ça se passe, enfin vous allez... Oui, j'ai eu la chance, alors que je ne connaissais personne dans la haute hiérarchie ecclésiastique, j'ai eu la chance d'être reçu par des gens éminents qui m'ont reçu avec beaucoup de sympathie et qui m'ont d'ailleurs montré la porte. Ils vous ont dit que le Saint-Père, pardon, était très intéressé, mais je ne sais plus, c'est très bref, hein, la réponse du Saint-Père. Oui, c'est en quelques lignes. C'est l'aventure la plus sinistre de ma vie. C'est quoi les 4 lignes? Attendez, il faudrait que je les retrouve. Mais c'est très simple. Un cardinal très très vénérable et très sympathique m'a dit d'écrire au pape. Je l'ai fait. Et donc j'ai écrit une lettre assez détaillée. Avec plusieurs pages. Oui, plusieurs pages très, très documentées. Et j'ai reçu une réponse. Cette réponse qui n'est pas signée par le pape, mais qui est signée par un monseigneur, me recommande à l'intercession de la Vierge Marie. Mais remarquez, moi je suis à peu près sûr que c'est de là que ça viendra. Je suis à peu près sûr que c'est de là que ça viendra. Parce que si on résume votre livre, hein, la question qu'on pourrait se poser, dans votre livre, il y a des choses intéressantes pour tout le monde. On voyage dans le temps, on voyage... aussi dans beaucoup de pays, hein, il y a plein de choses intéressantes, mais ce que j'en retiens, si nous nous retournons sur notre passé, nous nous apercevons, parce que c'est ça, hein, que des hommes, pour l'évolution de la science, ont utilisé d'autres hommes, que ce soit pour la médecine, pour travailler jusqu'à ce que mort s'en suive dans des conditions inhumaines. Nous constatons, comme le disent beaucoup, que les guerres sont des périodes de destruction, mais aussi de construction et d'évolution, on est d'accord ? Il semblerait que ce soit la guerre qui finalement nous ait apporté le bien-être qu'on est maintenant. Il semblerait que ce soit nécessaire qu'une partie donc, de l'humanité se sacrifie pour les générations futures, volontairement ou involontairement, pour les uns en faisant des recherches, en étant scientifiques, pour les autres en étant des prisonniers. Que cela vienne de la nuit des temps, que les bourreaux deviennent que les bourreaux deviennent des bienfaiteurs aux yeux des générations futures, car comment vivrions-nous maintenant sans les satellites, sans tout ce qu'on a maintenant? Et il serait intéressant de se poser la question, et c'est peut-être ce que vous posez dans votre livre. Est-ce que ça vaut le coup? Attendez, parce que ça vaut vraiment la peine de le lire. Je vais peut-être vous le laisser lire. Vous voulez que je lise? Allez-y, je vous en prie, madame. C'est la fin de votre livre qui s'appelle Poussière. Donc Jacques Blamont dit, après ces chutes nombreuses, cette agitation inutile, ces voyages aux résultats incertains et ces livres qui éveillent si peu d'écho, je m'arrête à réfléchir sur le pourquoi et le comment de l'action. Un jour, j'ai entendu un animateur de télévision interroger un autre homme. Il lui disait « Quelle est votre occupation ?» Et l'autre homme disait « Je livre des pizzas. » Ah, il y a eu un temps, il lui dit « C'est un beau métier que d'être livreur de pizza. »
Oui, ça me plaît, je rencontre des gens, c'est un beau métier. Et vous dites, la dernière phase de votre livre, vous dites, lecteur, es-tu satisfait de livrer tes pizzas? C'est un beau métier, lecteur, contente-toi de ça. Ne rêve ni à l'Olympe, ni au Vatican. Moi, pour finir, ce que m'a appris votre phrase, on peut se poser la question. J'ai beaucoup réfléchi sur votre livre parce que c'est quand même bien d'avoir une machine à laver, c'est quand même bien d'avoir Internet, c'est quand même bien d'avoir tout ça. Est-ce que l'évolution est évitable? Est-ce qu'on peut la refuser? Est-ce qu'il n'y a rien à faire? Puisque c'est la phrase que vous dites dans votre livre, il n'y a rien à faire. Vous avez espéré peut-être, espéré que de nouvelles technologies ne seront pas les dernières, ces nouvelles technologies rattrapées par leur poids. J'espère qu'on aura un 2012, un 22e siècle, même si vous dites que vous n'êtes pas vous dites que vous n'êtes pas un homme du 21e siècle. Et aussi, on peut peut-être aussi remercier d'être au bon endroit à la bonne époque. On peut remercier tous ces hommes et ces femmes qui se sont sacrifiés volontairement ou involontairement dans les camps, ou comme vous, Jacques Blamont, pour essayer de donner un peu de liberté. Parce que finalement, il n'y a que ça qui compte, la liberté, que ce soit vers l'espace ou vers cette planète. Je vous remercie, Jacques Blamont. Je vous remercie beaucoup. L'Action, Sœur du rêve, Souvenirs de voyage, édition Édite. C'est moi qui vous remercie, madame.